Car oui, il avait raison. L'indépendance politique n'a pas suffi. Elle a ouvert une porte, mais elle n'a pas brisé les murs. Elle a hissé nos drapeaux, mais elle n'a pas libéré nos économies. Elle a donné une existence internationale à nos États, mais elle n'a pas garanti la souveraineté réelle de nos peuples. Les mécanismes de dépendance ont changé de forme, mais pas de nature. Le colon est parti, mais la dette est restée. L'administration coloniale s'est retirée, mais les accords inégaux sont demeurés. Les gouverneurs ont disparu, mais les injonctions des institutions financières internationales ont pris le relais. Les frontières ont été rompues, mais nos monnaies sont restées arrimées. La forme a changé, mais la structure jamais entièrement. C'est pourquoi le combat continue. Un combat politique, un combat intellectuel, mais surtout un combat moral. Celui de refuser que la liberté africaine soit concessionnée, que la souveraineté soit conditionnée, que la dignité soit marchandée. Et si Fanon nous parle encore avec une telle force, c'est parce qu'il nous a prévenus avant l'heure que la vérité, la véritable trahison de l'indépendance ne viendrait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Des élites qui renoncent, des dirigeants qui négocient au rabais, des États qui préfèrent reconduire le système plutôt que l'affronter. Aujourd'hui, alors que l'Afrique vit une nouvelle onde de révolte souverainiste, alors que des jeunesses entières refusent de reproduire les mêmes illusions, alors que des gouvernements, dont le nôtre, assument leurs responsabilités historiques, remettent en cause les dogmes hérités du passé, le message de Fanon retrouve une clarté foudroyante. Oui, il avait raison. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de détourner les yeux. Nous n'avons pas le droit d'être les nouveaux comptables de cette liberté sous tutelle. Nous n'avons pas le droit d'être les héritiers complaisants de cette trahison inaugurale. L'Afrique ne demande plus l'indépendance. Elle exige la souveraineté. Cette souveraineté, Fanon nous l'a enseigné. Cette souveraineté n'est pas une proclamation, c'est une rupture. Vient alors le troisième visage de Fanon, celui de l'humaniste, celui de l'homme neuf. Fanon n'a jamais contemplé la violence non comme un idéal, mais comme une conséquence. Il a espéré ardemment l'avènement d'un homme neuf, délivré du complexe du colonisé comme du complexe du colonisateur. Cet homme nouveau, disait-il, ne se définit ni par la race, ni par la rancœur, ni par la revanche. Il se définit par la liberté retrouvée. Et surtout par cette phrase qui restera le fil conducteur du colloque, que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je le répète ici pour la jeunesse africaine. Vous êtes cette génération qui ne craint plus de regarder le monde en face et de lui répondre par ses propres mots, ses propres outils, ses propres rêves. À ce stade, une question cruciale se pose. Que faire de Fanon en 2025? Et quel appel à l'action cela adresse à nos sociétés? Il n'y a pas de pire trahison que un Fanon figé, un Fanon de musée, un Fanon inoffensif. Non, Fanon n'est pas un monument, il est un mandat. Et ce mandat nous oblige. Les axes du colloque le disent clairement. Il nous faut d'abord aborder la lutte pour la dignité. Ce front où se